Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de théorie des probabilités. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi normale, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sera la troisième loi usuelle que nous allons introduire en ce qui concerne les variables aléatoires euh, continue. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est de ne pas l'aborder comme les autres vidéos, comme les autres lois usuelles que nous avons pu aborder, parce qu'en réalité, cette loi normale est une loi qui va nous permettre de modéliser un très grand nombre d'expériences aléatoires en ce qui concerne en termes de probabilité, de statistiques inférentielles également. Et dans le cadre de cette vidéo, nous utilisons une expérience aléatoire qui est le remplissage d'une bouteille d'eau de 1 litre pour étayer nos propos et pour éclairer la lanterne de tout un chacun. Alors, comme vous l'aurez compris, plaçons-nous dans un contexte de remplissage d'une bouteille d'eau de 1 litre dans une unité de production donc. Et d'entrée de jeu, en fait, il faut déconstruire des idées reçues. Alors, effectivement, on nous parle d'un litre d'eau, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un litre d'eau parce que s'amusez-vous donc à mesurer la quantité d'eau que vous avez dans une bouteille supposée d'un litre d'eau. Nous avons soit moins d'un litre ou plus d'un litre. Cela est dû simplement au fait que le remplissage n'est pas parfait. Donc en réalité, nous n'avons pas 1 litre. Les 1 litre ne sont que ce qui est attendu, ce qui est espéré, ce qui est voulu. En quelque sorte, la moyenne en réalité de, ce que, de toute la quantité d'eau contenue dans chaque bouteille. Voilà. Donc, on se pose la question, qui est légitime d'ailleurs, pourquoi ce delta, pourquoi cette différence d'une bouteille à une autre? Alors, je me suis posé la question, comme vous peut-être, et là, j'ai consigné par exemple plusieurs facteurs qui auraient pu être pour moi des raisons, des motifs valables. Et ensemble, nous allons essayer de les aborder et ça va nous permettre de comprendre également cette notion de loi normale. Alors, premier facteur, on a la machine. Donc, le delta, la différence en termes de quantité d'une bouteille à une autre, peut être due à la machine. Oui, ça peut être une machine d'une marque ou d'une autre. Ça peut influer légitimement sur la qualité du remplissage. Quel réglage, quand bien même il s'agit de machines de même marque pour toutes les usines, quel réglage pour telle usine ou telle autre. Voilà, quelle cadence aussi de remplissage pour telle usine et pour telle autre, pour telle unité de production pour telle autre d'ailleurs, même pour la même usine. Quelle température pour la machine, voilà, ou quelle température même ambiante pour la pièce, j'allais dire. Tout cela sont des facteurs légitimement qui peuvent influencer quelle période de l'année. Est-ce qu'il s'agit d'une période de l'année où on a besoin de maintenance pour les machines? Point d'interrogation. Quelle période de la journée? Est-ce qu'il s'agit d'une période de la journée où la machine a pas mal tourné? Qui supervise la machine? Aussi une question légitime. Est-ce qu'il s'agit d'une machine qui a besoin d'un paramétrage spécifique et donc d'une expertise spécifique dont la personne n'est pas forcément garante? Voici des questions légitimes qu'on peut se poser. Et toutes ces questions, en fait, confèrent à une expérience de remplissage d'une bouteille un caractère d'indépendance par rapport au remplissage d'une deuxième bouteille. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que si nous considérons une première bouteille qu'on remplit, donc supposez qu'on remplit une première bouteille, en fait, une fois que cette bouteille est remplie, que nous avons une certaine quantité d'eau, en réalité, le remplissage de cette bouteille d'eau n'a aucune influence sur le remplissage de la bouteille d'eau qui va suivre. Voilà. Et même chose pour les 100 bouteilles d'eau qui vont suivre, pour les 1000 bouteilles d'eau qui vont suivre. Et simplement une loi donc, qui peut nous permettre de caractériser, de trouver des caractéristiques communes donc, au remplissage de ces bouteilles-là, de pouvoir les caractériser, les modéliser. Donc, ça sera une loi normale. Ça sera donc la loi normale. Et pourquoi on va le voir dans les éléments qui vont suivre. Donc, là, par exemple, vous avez donc un graphique très simple. Donc, de mesure en termes de quantité de pas mal de bouteilles. On suppose par exemple qu'on a mesuré donc la quantité d'eau contenue dans 1000 bouteilles. Donc vous avez là 1 litre qui est la moyenne attendue. Et en fait, on se rend compte qu'en termes de quantité d'observation, les observations sont relativement centrées autour de 1 litre. Les observations sont relativement centrées autour de 1 litre, de telle sorte que vous avez quasiment autant d'observations, c'est-à-dire que vous avez autant de bouteilles d'eau de moins de 1 litre que de bouteilles d'eau de plus de 1 litre. Donc en fait, après remplissage de 1000 bouteilles, on se rend compte qu'on a quasiment 500 bouteilles qui font moins de 1 litre et 500 bouteilles qui font plus de 1 litre. Et en fait, ça, c'est une expérience au-delà même du remplissage d'une bouteille d'eau. C'est des expériences que vous pouvez retrouver dans pas mal de situations.
Ça peut être la durée de vie d'un pneu, par exemple. Ça peut être le prix d'une action. Ça peut être pas mal d'éléments. Ça peut être le prix d'une action, effectivement, dans un an. Des éléments comme ça qui peuvent nous permettre de tirer des caractéristiques ou des comportements qu'on peut associer à des comportements donc, de loi gaussienne. Donc pour l'heure, effectivement, on peut soit appeler loi normale ou loi gaussienne. Il s'agit de la même chose. Donc gaussienne pour la forme que nous avons ici. On va la voir juste tout en bas. Donc déjà ici, on peut voir effectivement que nous avons là 1 litre, qui est la moyenne attendue. Et les observations, en fait, sont quasiment à équidistance, donc de part et d'autre d'un 1 litre. Donc il y a 2 facteurs que nous pouvons dès lors souligner. C'est dans un premier temps la symétrie. Vous voyez, donc symétrique des observations. Et aussi une tendance qui se dégage, c'est une tendance centrale. Donc elles sont symétriques et centrées autour de la moyenne. Vous avez la moyenne qui est là. Et voilà, de part et d'autre, on a une certaine symétrie qui est respectée. Voilà. Et donc, vous avez là, en fait, au sommet, vous avez les points. Vous voyez, c'est un peu, si vous voulez, le milieu de chaque barre que vous avez ici. En fait, si on s'amuse à les relier, on voit en fait qu'on a une courbe en forme de cloche qui ressemble à cette courbe que vous avez ici. Donc, cette courbe en forme de cloche, en fait, c'est la courbe d'une loi normale. Donc, si vous l'avez compris, effectivement, on est passé d'un remplissage de bouteilles d'eau à une courbe, en fait, qui ressemble à une loi normale. Ce qui nous permet de dire, par exemple, qu'une telle expérience, en fait, en réalité, peut être modélisée sous la forme d'une loi normale. Voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre. Donc, pas simplement commencer cette vidéo en nous télescopant vers une telle courbe et en vous disant, donc, voilà, il y a une formule, faites ça, non. Pourquoi une telle courbe? Quel que soit l'exercice, quel que soit le phénomène, dites-vous qu'il y a eu cette réflexion derrière, toute cette réflexion-là, qui finalement, in fine, nous mène à une telle courbe. Et voilà qui nous dit donc que nous avons une courbe qui est centrée autour de la moyenne. Donc voilà la moyenne mu, dans le cas général, donc une moyenne qu'on va appeler mu. Et ce qui sera intéressant au-delà des aspects qu'on a pu citer, c'est un deuxième concept qu'on va introduire qui est donc là, le concept d'écart type. Donc l'écart type, c'est effectivement la mesure. C'est la mesure, donc c'est une mesure de dispersion des observations, donc des échantillons. Une mesure de dispersion des échantillons autour de la moyenne. Donc par définition, ça sera l'écart type, par définition, c'est la moyenne quadratique des écarts à la moyenne. Voilà. Donc en réalité, je ne vais pas faire un étalage sur la notion d'écart type puisqu'on a effectivement abordé cette notion pour la plupart d'entre nous en ce qui concerne un cours de statistique descriptive. Donc pour une telle loi normale, pour une courbe que vous avez ici, on remarque en fait que les observations peuvent être caractérisées, on peut les étudier sous un angle d'écart type. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple, vous faites un saut d'un écart type, c'est-à-dire que vous faites un saut d'un écart type de ce côté de la moyenne, c'est-à-dire à droite. Vous faites un saut d'un écart type à gauche de la moyenne, c'est-à-dire que vous ajoutez un écart type et vous retranchez un écart type. Vous faites le même exercice, vous ajoutez 2 écarts types, vous retranchez 2 écarts types, c'est-à-dire que si vous voulez, vous vous déplacez à 2 écarts types de part et d'autre de la moyenne. En fait, on se rend compte qu'ici, supposons, regardez, je vous fais voir ça d'une meilleure manière, voilà. Si on se déplace de 2 écarts types de part et d'autre de la moyenne, en fait, on se rend compte que 95% des observations, c'est-à-dire 95% des bouteilles d'eau en réalité, se trouvent dans ces aires-là que vous avez. Donc la partie hachurée en bleu. 95% des observations se trouvent centrées ici. Donc 5% des observations, par ricochet bien sûr, sont en dehors de ça. On va appeler ça des valeurs extrêmes, des valeurs improbables si vous voulez. Bien sûr 5%, voilà, improbable par rapport à 95%. Donc 95% des observations se trouvent à 2 écarts types de part et d'autre donc de la moyenne. Et bon, en réalité, on va avancer dans la notion de loi normale. Ce n'est pas exactement 2 écarts types, mais précisément 1,96 écarts types. Donc 1,96 écarts types de part et d'autre. Vous allez me dire pourquoi 1,96? Comment 1,96?
ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais déjà ici, comprendre que 1,96 ou sensiblement deux écarts types de part et d'autre, nous avons 95% de la moyenne qui se trouve concentrée. En fait, les 1,96, on va pouvoir les lire dans un tableau, dans une table de loi normale. Voilà, que vous pouvez voir d'ailleurs tout en haut à droite de la vidéo. Nous allons apprendre à lire cette table dans la prochaine vidéo. Donc, juste vous faire comprendre cette notion de loi normale pour le moment et la courbe d'une loi normale. Une fois que cela est fait, pour finir cette vidéo, on va aborder donc un cas général et un cas spécifique de loi normale très rapidement. Alors, le cas général, déjà des lois normales, c'est si vous avez une variable aléatoire x qui suit une loi normale de moyenne, comme on a pu comprendre, donc mu, et de variance, la variance est simplement le carré de l'écart type. Donc, si vous avez une loi normale qui suit une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne mu et sigma au carré, on peut déjà dire que x a pour densité la fonction que vous avez ici. La fonction que vous avez ici. Et je souhaitais simplement vous souligner un élément très simple. En fait, cette fonction que vous avez ici, supposée, regardez, elle varie en fonction de x. Vous voyez? Elle varie en fonction de x. Même chose ici. En fait, si vous remplacez le x par mu, c'est-à-dire que si vous faites f de mu, vous faites f de mu, on remplace le x par mu, ça vous a mu moins mu, vous avez mu moins mu qui vous fait 0. Donc vous avez 0 ici, 0 fois 1 demi, ça vous fait 0. Donc vous avez exponentielle de 0 qui vous fait 1. Donc vous avez tout ceci fois 1. Ça revient simplement à ça. Simplement vous dire en fait que ici en fait, ce que vous avez là, si on traçait par exemple ici, donc la densité de probabilité, et en fait, on calcule le f de mu ici. En fait, le f de mu il correspond à ça. Vous voyez, f de mu il correspond à ça. En fait, ici, la valeur, c'est 1 sur sigma racine de 2pi. C'est-à-dire la valeur que vous aviez ici. Alors, déjà, je précise que cette fonction densité de probabilité, elle est très peu utilisée. Vous aurez simplement à utiliser des formules comme l'espérance, la variance, voilà. Mais simplement un facteur que je voulais vous souligner. Donc, vous avez, en remplaçant x par mu, vous aboutissez donc à exponentielle de 0 qui est 1. Donc, vous avez cette valeur-là simplement et cette valeur, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut simplement dire qu'en réalité, cette cloche-là, vous voyez, ici, on voit qu'elle est relativement, elle n'est pas aplatie en fait. Elle est très en forme et elle pointe vers le haut, vous voyez. Et ça c'est en fonction du sigma en fait. C'est en fonction de l'écart type. Vous voyez, ici, vous avez l'écart type qui est au dénominateur. Cela veut vous dire simplement que plus l'écart type en fait est petit, plus cette valeur est grande. Plus l'écart type est grand, en fait, plus lorsque vous divisez 1 par la valeur du dénominateur, plus ça devient petit. Donc, pour les écarts types très grands, en fait, pour les écarts types très grands, cette valeur-là, elle est petite. Donc, le f de mu, il est en bas. Et si le f de mu, il est en bas, ça veut dire, en fait, que la courbe, elle est comme ça. Vous voyez? Donc, plus l'écart type est grand, en fait, plus la courbe, elle est aplatie. Plus l'écart type est grand, plus la courbe, elle est aplatie, ainsi de suite. Retenez ça, ça peut vous servir à comprendre les prochaines vidéos à venir. Simplement une notion aussi que je voulais évoquer avec vous. Donc déjà, lorsque vous avez donc une variable x qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré, ça veut dire donc vous avez une telle densité de probabilité et simplement retenez donc que vous avez telle espérance et la variance qui est celle-là. Voilà. En ce qui concerne des aspects comme la fonction de répartition, on n'a pas d'écriture analogique pour cela, simplement parce que cette écriture elle est très difficile à utiliser. Donc, il n'y a quasiment pas possibilité de l'intégrer, de finalement aboutir à une fonction de répartition. Voilà. Donc, ça, c'était le cas général. Bien. Un dernier point. Ici, on a vu effectivement des variables qui seront centrées autour de mu. Mais une intuition derrière, c'est qu'en fait, on a autant de lois normales que de moyennes. C'est-à-dire que si vous avez une variable aléatoire x, par exemple, qui prend ses valeurs sur R, supposons, je n'en sais rien, et vous avez une variable aléatoire x qui prend donc ses valeurs sur R, ou bien même la moyenne de cette variable aléatoire qui prend ses valeurs sur R, je raconte du n'importe quoi, bien sûr. En fait, ça veut dire que vous avez autant de lois normales que de valeurs dans R. Donc, on a pas mal de lois normales. Et rappelez-vous que je vous ai parlé d'un tableau, c'est-à-dire d'une table de valeurs en ce qui concerne les lois normales. Donc, une table de valeurs qui va nous permettre de calculer des probabilités directement
étant donné qu'en fait, cette formule-là, cette densité de probabilité, elle est très difficile à utiliser. Donc, il y a toute une table qui nous permet simplement de faciliter la tâche en simplement allant lire sur la table, donc en n'intégrant pas, par exemple, cette écriture-là. Donc, si on a autant de lois normales que de valeurs, ça nous fait autant de tableaux que de lois normales. Donc, pour mettre fin à toutes ces questions, on met en place ce qu'on appelle une loi normale centrée réduite. Donc, une loi normale qu'on va centrer autour d'une moyenne qui est nulle et d'une variance qui est égale à 1. Donc, en fait, c'est le principe, quelle que soit la loi normale que vous avez, que vous voulez utiliser le tableau, on va toujours ramener cette loi à une loi normale centrée réduite afin de pouvoir lire le tableau, parce qu'en fait, il n'existe qu'un seul tableau, un tableau de loi normale centrée réduite. Voilà. Donc, c'est un peu, si vous voulez, l'une des intuitions derrière la notion de centrée réduite d'une loi normale. Et simplement, comment on va centrer et réduire une loi normale? C'est que si vous avez donc... alors, ici, je vais l'appeler Z pour qu'on puisse mieux comprendre. Ça serait bien. Voilà, on va l'appeler Z pour ne pas embrouiller tout en chacun. Voilà, c'est plus simple. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on vient à peine d'utiliser X, donc ça serait plus logique pour nous de rester sur le Z. Alors le petit X, il n'a pas vraiment d'intérêt, mais si vous voulez, on va le changer aussi. On va mettre en Z minuscule, même chose ici en Z minuscule. Voilà, si vous voulez. Voilà, ça n'a pas d'impact, mais bon. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, on a dit qu'on avait un X qui suit une loi normale, mu, sigma. Donc, ce X-là, on peut le centrer, le réduire afin d'utiliser la table de loi normale. 0, 1, simplement en prenant une variable aléatoire Z qui sera égale à X moins sa moyenne, donc X moins la moyenne de X en question, divisé par l'écart type, le sigma. Vous voyez, donc la racine de la variance, la racine de ça qui vous fait sigma. Voilà. Donc en fait, une fois que vous avez une loi normale qui suit, une variable aléatoire qui suit une loi normale, mu sigma carré, vous pouvez la centrer, la réduire comme ça. Et au final, vous pouvez simplement écrire qu'elle suit une loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Vous voyez. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Ça vous permet de comprendre les prochaines vidéos. Un exemple, juste pour finir, si vous avez Z qui suit donc une loi normale, supposons, ou bien nous avons X, c'est mieux. Nous avons X qui suit une loi normale sur 3, 1 par exemple. 3, 1, ou si vous voulez 3, 1 au carré. Donc la variance est 1 au carré. En fait, ça, on peut ramener ça à une loi normale centrée réduite simplement en supposant qu'on a Z qui est égal à X moins 3 sur 1. Vous voyez, donc racine de 1 au carré 1. Donc, et ça, le X moins 3 sur 1, il va suivre automatiquement une loi normale 0, 1. Une fois qu'on a retranché la moyenne, on a divisé par l'écart type, c'est centré réduit. Voilà. Donc arrivé là, je pense que j'espère en tout cas que j'ai pu vous faire comprendre les bases de la loi normale. Et si jamais vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas, je serai là. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo où nous allons aborder la notion de table de loi normale et éventuellement chercher à calculer les probabilités. Merci bien et à la prochaine vidéo.